normalement, je pense que là, l'enregistrement tourne. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Oui, très bien, merci. Bon, bienvenue à ce premier événement officiel de l'EP Philo, la session des étudiants pour la philosophie à l'EPFL. Bienvenue à cette première interlude de pensée, où le but, c'est avec un intervenant de discuter d'un sujet qu'il aura choisi pour qu'on puisse développer notre pensée tous ensemble. Notre intervenant aujourd'hui, c'est le professeur Esfeld, directeur du département de philosophie à l'Université de Lausanne, spécialiste en philosophie des sciences et en philosophie de l'esprit, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du libre arbitre et de la science. Je voudrais d'abord faire un petit disclaimer. Il est possible que le Zoom s'arrête abruptement pour des raisons qui seront obscures, auquel cas on réglera ça le plus possible. Et j'invite toutes les personnes qui sont ici à, bien évidemment, ne pas hésiter à prendre la parole, à poser des questions au professeur Esfeld et oui. à ce qu'on enrichisse tous notre propre réflexion. Si voilà, vous voulez vous présenter. Monsieur Esfeld, si vous voulez rajouter quelque chose, vous présenter un petit peu plus et puis commencer sur ce dont vous vouliez nous parler, je vous laisse la parole. Oui, alors merci. Alors on peut directement y aller. Bonsoir à tout le monde et vous êtes bienvenus d'intervenir à tout moment et si vous prenez la parole, allumez votre caméra de sorte qu'on puisse vous voir. J'ai quelques slides, mais pas beaucoup, donc on peut vite je vais essayer de les partager. Ah non, vous devez me permettre, oui, attendez, je vais vous mettre animateur. Je pense que si je fais ça, ça devrait directement marcher. Hop là. Co-animateur. Pouf, pouf. Voilà. Normalement, ouais, ça devrait être bon, ouais, je pense. Ouais, ça devrait. OK, ça devrait marcher. Super. Wow. Si ça marche mieux. Wow. On est honoré là. Ouais, OK, mais ça, c'est pas le début. Alors, comment est-ce qu'on y avance? OK, voilà, on a, disons, la question est de savoir quel est le rapport ou comment mettre en rapport ce que nous disent les sciences sur le monde avec le fait, et je présume que c'est un fait que vous partagez, que nous avons une volonté libre, un libre arbitre. Et il y a un argument qui est l'argument le plus connu, qui vise à montrer que ce n'est pas possible. Et cet argument s'appelle le consequence argument et c'est formulé il y a plus que 30 ans par un philosophe qui s'appelle Peter van Inwagen. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de considérer cet argument et des possibilités d'éviter sa conclusion. Et si on évite la conclusion, il faut laisser tomber une des prémices de cet argument. Donc, ça, c'est le premier service que la philosophie nous rend, c'est de donner des arguments sans que ces arguments soient nécessairement formulés dans un langage mathématique. Mais néanmoins, ils peuvent être plus ou moins précis, etc. OK. Allons-y à ce que M. van Inwagen nous dit. Il dit que si le déterminisme est vrai, alors nos actes sont les conséquences des lois de la nature et des événements dans le passé lointain. Okay? Et on va voir ce que le déterminisme c'est après. Okay? Mais, it's not up to us what went on before we were born. Mais ça ne dépend pas de nous, de ce qui se passait dans l'univers avant notre naissance. Et les lois de la nature ne dépendent pas de nous non plus. Par conséquent, les conséquences de ces choses, y compris nos présents actes, ne dépendent pas de nous. Okay? Et si c'était vrai, c'était la fin pour le libre arbitre. If our present acts are not up to us, do not depend. OK, donc la prochaine slide, j'ai essayé pourquoi est-ce que ça ne s'avance pas. Donc, juste, disons, mettre cet argument d'une manière de sorte qu'on puisse aller étape par étape. Alors, commençons avec la première étape. Si le déterminisme est vrai,
alors nos actes sont les conséquences des lois de la nature et des événements dans le passé lointain. Est-ce que ça c'est correct? Qu'est-ce que le déterminisme? Le déterminisme, si je me permets de faire un rappel pour tous ceux qui sont présents ici, normalement je pense que c'est la portée de tout le monde, mais dans le doute, le déterminisme, c'est l'enchaînement des causes et des conséquences, c'est-à-dire que chaque événement va produire des conséquences qui auront elles-mêmes des conséquences, et ainsi de suite. C'est un peu sur le même principe que le principe de causalité, finalement. En tant que, disons, c'est déjà, it's already too much for me, ok? Donc pourquoi parler de causalité là? Louis Dumas, vous faites la physique? J'ai déjà oublié. Ou les non, maths, moi je fais de l'informatique. En informatique, ok. Mais il fait appel là à une structure d'une théorie. Donc, prenons la théorie de la gravitation de Newton, la loi de la gravitation de Newton. Si vous avez cette loi et si vous avez n'importe quelle condition initiale, n'importe l'état du monde, disons l'état du monde consistant en les positions des objets, leur masse, leur vélocité initiale et la constante de la gravitation, à n'importe quel moment du temps, la loi vous donne, si vous mettez ça comme entrée dans la loi vous donne comme sortie l'état du monde à n'importe quel autre moment dans le futur ainsi que dans le passé. Oui. D'accord? Tout le monde d'accord? Oui. Donc, Oui, c'est simplement là, disons, je n'ai pas besoin d'introduire la notion de cause, je n'ai pas besoin d'introduire une direction du temps, je peux simplement me baser sur des lois et des conditions initiales. Et si les lois sont déterministes, alors si le déterminisme est vrai, alors les lois de la nature, et maintenant on choisit comme condition initiale des événements dans le passé lointain. Donc j'ai pris là la formulation un peu colloquiale donc de Van Inwagen. Il y a aussi une formulation avec des opérateurs logiques, etc., mais ça ne nous aide pas à grand-chose. Donc on va comprendre ce qu'il veut dire aussi en nous passant de la logique, disons, d'une formulation en termes d'opérateurs logiques. OK? Alors, on prend une loi de la nature, donc comme la loi les lois de Newton, supposons que la gravitation soit la seule force, et si nous avons des conditions initiales dans le passé lointain, donc longtemps avant notre naissance, si on met ces conditions initiales dans la loi de la gravitation, alors cette loi nous donne le mouvement des corps dans le futur, y compris le mouvement de nos corps. Okay? Alors, nos actes sont des mouvements corporels. Ces mouvements corporels sont soumis aux lois de la nature. Si les lois sont déterministes, alors il s'ensuit que nos actes sont les conséquences des conditions initiales dans le passé, plus ces lois. Et conséquences, on peut simplement lire comme conséquence logique au sens où que les propositions qui décrivent nos actes ce soir dérivent ou s'ensuivent des propositions au sens de la conséquence des propositions qui décrivent les lois de la nature et des conditions initiales, sont supposons des conditions initiales au Big Bang ou ce que vous voulez. De toute façon, c'est dans le passé. Et tout le monde est d'accord que cette proposition conditionnelle est correcte. Si le déterminisme est vrai, nos actes sont les conséquences et conséquences simplement que la description de nos actes, donc la proposition qui décrit ce que nous faisons ce soir, est une conséquence ou s'enchaîne ou s'ensuit des propositions qui décrivent les lois de la nature et les événements dans le passé. Parce que si on parle de causalité, c'est correct, tout à fait correct, mais ça risque de compliquer les choses. Et c'est déjà assez compliqué. OK, jusque-là? Jusque-là, Yeah. tout à fait. Okay. Ça va? Prémisse 2, ce qui se passait avant notre naissance ne dépend pas de nous. Ça semble aussi... J'ai une petite question juste sur celle-là.
Quand on dit ce qui s'est passé à votre naissance ne dépend pas de nous, c'est-à-dire ne dépend pas de notre volonté. Vous ne pouvez pas changer le passé. Non, moi, je ne peux pas changer le passé, mais par exemple, parce que m'est venue une petite idée, c'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai été voulu par mes parents, j'existais en tant que concept, entre guillemets, avant même d'exister. OK, Et mais vos parents n'ont pas existé au Big Bang, je présume. Non, a priori, non. A priori, Alors, on va aller dans le passé très lointain, Très donc bien. avant que les êtres humains étaient là. Très OK, bien. mais on peut mettre là uniquement comme prémisse qu'on ne peut pas changer le passé. It's not up to us what was there in the past or something. What did he say? It's not up to us what went on before we were born. Donc avant notre naissance, or in the past, indeed. Donc au début de l'univers. OK? Même chose pour les lois. Quelles sont les lois en vigueur dans l'univers ne dépendent pas de nous. Vous ne pouvez pas changer les lois de la nature. Ça ne dépend pas de vous. Ouais, c'est ça. Et il y a d'ailleurs Gohan qui dit, je crois qu'il dit à Louis, ton existence est distincte à la prévision qu'avaient tes parents de toi. Oui, alors je rebondirai bien là-dessus, mais je pense qu'on risquerait de s'éloigner très vite du sujet. Mais C'est ça. Mais disons, utilisez si possible pas le chat parce que ça devient un peu trop à gérer. ouais, N'hésitez vraiment pas à prendre la parole, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, ce sera plus Ouais. fluide. Enfin, si vous pouvez, après, si vous êtes, je sais pas. Dans un endroit bruyant, ouais, ou Ouais, dehors, vous ne pouvez pas faire trop de bruit, ça se comprend. Mais Gohan, moi, je serais très intéressé de continuer cette discussion sur le Discord plus tard dans la soirée ou dans les jours qui viennent. OK. Alors, continuez avec cet argument. Et puis, numéro 4, c'est simplement une conséquence de 1 à 3. Les conséquences de ces choses, y compris actuelles, ne dépendent pas de nous. OK? Les conséquences de ce qui se passait avant notre naissance et des lois. Donc, conditions initiales dans le passé et lois ont comme conséquence ce qui se passe maintenant. Et alors, si les lois et le passé ne dépendent pas de nous, les conséquences ne dépendent pas de nous. Et 5 nous dit que si nos actes actuels ne sont pas de notre ressort, nous n'avons pas de libre arbitre. Alors, le déterminisme implique que nous n'avons pas de libre arbitre. Jusque-là, l'argument semble être pertinent. Tout à fait. Ou correct. OK? Il faut voir les prémices. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. OK? Il faut voir comment s'en sortir. Mais l'argument en tant que tel semble être pertinent. Autrement, ça date du début des années 80, donc c'est presque 40 ans. Autrement, ça aurait été balisé depuis longtemps si ce n'était pas correct. Première chose, disons, je peux vous poser la question, comment s'en sortir? Je sais pas si d'autres gens ont des idées, mais déjà, il y a peut-être des éléments non déterministes dans la nature, sans tout de suite parler de physique quantique, parce que j'en sais absolument rien. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être... je ne sais pas si ça répond à la question de comment s'en sortir, si c'était vraiment ça la question, mais par exemple, le prémisse 1. Oui, alors vous pouvez mettre en question la prémisse 1. OK? Ouais. C'est ça. Là, j'ai noté, pour moi, la prémisse 1 est OK. Je pense que c'est désespéré, mais on va voir tout de suite. Ah bon? Parce que vous avez de toute façon des lois. Même si vous invoquez la physique quantique avec collapse de la fonction d'onde, vous avez des probabilités, à savoir la règle des bornes. Vous avez les lois probabilistes. OK? Et ça complique maintenant l'affaire un peu. Mais si vous prenez, supposons qu'il y a des lois probabilistes, et les lois probabilistes disent alors que la moitié des soirées, vous buvez du thé et l'autre moitié de la bière, quelque chose comme ça. Supposons que prenons la boisson lors du souper comme votre observable, comme ce qui nous intéresse, donc ce que vous buvez lors du souper,
du souper, et supposons que ça peut être du thé, du café, c'est pas. Nous prenons le matin, c'est plus facile. Prenons le petit déjeuner, variable boisson, et les deux valeurs possibles, c'est café et thé. Un peu encore élargir le choix, mais ça ne fait rien. Et si la loi probabiliste vous dit alors que dans 50% des cas, vous prenez du café, dans 50% du thé, ça ne dépend pas de vous. Ce pattern, disons, vous pouvez ce matin, le lundi matin, vous avez toujours le choix libre entre café et thé, mais si vous prenez le café le lundi et le mardi, alors le mercredi, il faut que ce soit le thé. J'ai une question. La loi. Disons, si vous êtes libre, alors les lois probabilistes resteront fixent des probabilités. Donc là, on devra alors dire les conséquences de ces choses. Les probabilités pour ce que vous faites actuellement, maintenant, ne sont pas de votre ressort. Et ça aura la même conséquence. Oui, par rapport à ça, justement, encore une fois, je ne sais pas grand-chose à la physique quantique, mais ce que j'avais entendu, c'était justement qu'une des interprétations de cette histoire de fonction d'onde, c'était que, en fait, c'était d'utiliser ça pour parler de multivers. En fait, de dire que, oui, c'est vrai, il existe une loi probabiliste qui détermine, mais ça, c'est pas parce qu'il y a du wiggle room. There's not like maneuver space. C'est juste que, en fait, c'est seulement la probabilité, c'est seulement une probabilité d'un certain nombre de choses, et après, on peut affiner cette probabilité encore plus en rentrant dans d'autres facteurs, comme par exemple si on prend en compte le fait que, en fait, c'est carrément un multivers. J'avais pas très bien compris ça, mais en gros, ce que je veux dire, c'est pour sortir de cette histoire de physique quantique, parce que j'en sais absolument rien. Est-ce que les probabilités… Mais écoutez, avant d'en sortir, pardon là, mais vous mélangez deux choses. La théorie des multivers est complètement déterministe au niveau de la fonction d'onde. Ah. Et c'est difficile de faire entrer là des probabilités. Et une théorie qui dit qu'on a un seul univers. Disons, vous pouvez faire une théorie quantique déterministe, il n'y a pas de problème. Même avec un seul univers, vous n'avez pas besoin de multivers. Mais vous pouvez faire aussi une théorie quantique avec des lois probabilistes si vous admettez le collapse de la fonction d'onde comme une sorte de processus dans la nature, mais ça ne va pas vous aider pour le libre arbitre. Ah bon? Oui, enfin parce pour que dire les probabilités ne dépendent pas de vous, c'est des probabilités pour qui sont ancrées dans la nature et qui ne vous laissent pas de libre arbitre. Mais ok, alors pour prendre le côté du libre arbitre, même si personnellement j'y crois pas trop, mais est-ce que du coup cette histoire de est-ce que du coup c'est plutôt une histoire de les probabilités, en fait une probabilité ça donne quand même une marge de manœuvre, ça veut dire ok c'est déterminé probabilistiquement, mais il y a quand même une certaine partie qui peut être disons du libre arbitre, ou plutôt il y a une partie d'aléatoire, quoi. En fait, il y a une partie de… Si c'est moitié-moitié, bah, le fait de choisir les moitiés, est-ce qu'il y a de la place pour ça? Non, disons, vous devez vous conformer au pattern, à la distribution des événements selon la loi probabiliste. Oui. Mais si j'ai du libre arbitre, je peux choisir mon boisson chaque matin. Et le fait d'avoir choisi le café le lundi ne restreint en rien le fait de pouvoir choisir entre café et thé le mardi. Et alors, ça peut donner un pattern que c'est café toujours, ou thé toujours, ou c'est pas 50-50. Oui. Et ça pose un problème si disons, la théorie fréquentiste des probabilités est trop naïve, mais si vos lois probabilistes ne correspondent pas aux fréquences réelles, c'est un problème pour votre loi. Okay, donc là, on dit… Si la distribution des événements n'est pas comme la règle de Born, la physique quantique est falsifiée. Vous n'allez pas dire la règle de Born, c'est une loi probabiliste valide, mais les fréquences des événements dans le monde sont complètement autres.
Dans ce cas-là, vous Oui. pouvez aussi toujours faire la physique newtonienne et dire que même les événements quantiques, Mhm. c'est simplement des conditions très, très, très spéciales initiales dans un Mhm. univers newtonien. Et vous n'êtes Oui. jamais forcé d'abandonner la physique newtonienne parce que vous fixez vos variables d'une manière très, très bizarre que ça colle toujours, mais ça ne serait plus la science Mhm. de coller artificiellement. Donc la distribution des événements est telle qu'elle rend valide ou elle conforme les probabilités que vous donnent les lois probabilistes. D'accord, mais est-ce qu'on est d'accord, enfin, ça s'adresse aussi, voilà. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord de dire que s'il y a même un tout petit semblant s'il y a un tout petit semblant de déterminisme dans quoi que ce soit, alors c'est pas de libre arbitre. Et s'il Ben, y je a, dirais, s'il y a des lois, c'est ouais, pas, disons, ouais, s'il y a des lois, c'est pas de l'argument de, libre non, arbitre. non, il y a les deux, mais l'argument de Van Inwagen passe le Mhm. moment où il y a des lois. Mhm. Et il vaut Il mieux que ce existe des lois. soit des lois universelles parce qu'autrement, vous pouvez avoir des Mhm. exceptions dehors du système qui interviennent de dehors. Donc, les lois, si quelqu'un défend un déterminisme génétique, par exemple, et pense que c'est les lois biologiques, ça ne va pas passer parce qu'il y a aussi d'autres influences de l'environnement en dehors des gènes que cette loi passe sous silence. Mais c'est facile. Donc, il faut des lois universelles. La loi de la gravitation est valide partout. La Mhm. physique quantique, ou quelles que Oui. soient les lois physiques, elles sont valides partout. OK? Donc, Mhm. donc moi, j'aimerais bien, parce que ça nous rend autrement la vie encore plus difficile si on fait tous avec des probabilités, supposons que le déterminisme soit vrai. Donc, Ok. même la physique quantique, vous pouvez faire de manière déterministe parce que ça ne nous aide pas. Néanmoins, j'ai noté l'affaire la science présuppose le libre arbitre. Parce que vous Mhm. devez, pour confirmer une théorie scientifique, vous devez être en mesure de choisir librement les questions que vous posez, ou vous devez être en mesure de concevoir et choisir librement les expériences que vous faites. Et si vous n'avez pas de liberté, ça va être difficile de formuler des théories scientifiques, de les vérifier, de donner des raisons, etc. Donc, donc moi, j'aimerais avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre. Donc, on a le libre arbitre et on a la science, et la science implique qu'on a des lois. Donc, pour moi, prémisse 1 est OK, 4 c'est simplement une conséquence, 4 c'est simplement une conséquence, donc ça c'est OK, et 5 est aussi OK. 5 c'est la prémisse sur le libre arbitre. Si nos actes actuels ne sont pas de notre ressort, nous n'avons pas de libre arbitre, mais nous avons du libre arbitre. Donc 5 semble aussi OK. Mhm. Mhm. Moi, je pense qu'on peut expliquer l'activité de faire la science autrement que par le libre arbitre, puisque on arrive à retrouver dans la nature, chez les animaux ou quoi, un instinct de curiosité assez primaire qui semble être assez efficace pour la survie, puisque ça permet de faire des découvertes. Et donc, on pourrait dire que la science, c'est juste une élaboration un peu plus sophistiquée dans un monde, on va dire, qui avec le temps ne fait que se complexifier de cet instinct de découverte qui permet d'améliorer la survie de l'espèce en général, mais que c'est quand même, si je décide de faire de la science parce que je suis curieux, si je m'intéresse à telle chance, c'est parce que j'ai fait telle observation dans ma vie ou que j'ai eu telle conversation qui m'a, entre guillemets, inspiré, mais on pourrait toujours trouver une source qui remonterait à l'activité de pratiquer cette science. Oui? Alors perso, je suis pas opposé au fait que tu aies des choses qui vont t'inciter à aller faire de la science, mais le problème que l'on rencontre dès que l'on présuppose que l'on peut faire de la science sans libre arbitre, c'est-à-dire que l'on se pose dans une situation où l'on peut avoir une pièce de la machine qui peut essayer de comprendre la machine en entier et qui va faire ça parce que la machine la pousse à faire ça. Et ça, pour moi, c'est une situation qui est très, très étrange. C'est pas Et très donc, Turing complete, on va dire, hein. voilà, clairement. Donc, pour moi, le fait de faire de la science est obligé de présupposer le libre arbitre parce que sinon, voilà.
Oui, sauf que quand tu dis que il est impossible d'avoir une pièce de la machine qui essaie de comprendre la machine entière, tu fais comme si, bon, j'imagine que quand tu dis la machine, tu parles du cerveau humain, en tout cas de l'appréhension cognitive du cerveau humain, mais c'est que tu présupposes qu'il y a une sorte de volonté derrière le déterminisme. Mais pour moi, le déterminisme, ça n'implique pas forcément qu'il y ait une espèce d'intérêt supérieur. Tu vois, c'est comme essayer de donner une volonté à la nature quand on dit telle espèce a évolué pour faire ça. C'est plus voilà, les conséquences de l'évolution ont fait que cette espèce est adaptée à cette. Pour moi, il n'y a pas de volonté derrière le déterminisme. Il n'y a pas d'influence supérieure ou de. Mais si j'accepte une théorie déterministe de la théorie de l'évolution, je l'accepte pour quelle raison? Vous me devez donner des raisons pourquoi vous acceptez une théorie. Qu'elle marche. De Elle par marche. l'observation Ouais. fonctionnelle de cette théorie. Ouais. Mais ce n'est pas l'observation, mais c'est la manière dans laquelle vous conceptualisez l'observation. Et Justement, une expérience en science n'est pas une observation pure et simple, c'est une expérience qui est conçue pour poser une question à la nature, pour avoir une réponse, etc. Donc tout ça présuppose notre liberté dans la manière de façonner des théories et de les mettre à l'épreuve. On ne peut pas dire que notre activité de formuler une théorie et de la mettre à l'épreuve est fixée par l'objet de cette théorie. Donc cette métaphore avec la partie de la machine qui comprend, essayer à comprendre toute la machine, je trouve tout à fait bien. Donc en tant que formulant des théories sur la nature, nous ne pouvons pas penser que ça ne fait pas de sens de penser que cette activité de formuler des théories et de faire de la science est elle-même déterminée par l'objet de la science. Ça ne fait pas de sens parce que c'est l'objet que nous mettons à l'épreuve en posant des questions, etc. Et ce n'est pas l'objet qui nous détermine. Dire que l'objet nous détermine n'a pas de sens parce que j'aimerais avoir des raisons pour cette proposition, etc. Et si je demande des raisons, ça peut être comme ça ou autrement, je demande la réflexion, etc. Et je ne peux pas la poser comme déterminée. Disons, je peux J'aimerais, être méchant avec vous et dire que vous, Descartes a dit que dans l'autrui, l'autre personne peut être une machine, mais moi, je ne peux pas penser que moi-même, je suis une machine. Et à l'époque du XXe siècle, où on a du langage, etc., penser est une affaire sociale, donc je ne peux même pas penser que vous êtes une machine parce que, en ce cas-là, je détruirais ma pensée moi-même. je me permettrais juste de revenir sur ce qu'a dit David concernant l'histoire de la machine. Peut-être pour reprendre, enfin, la manière dont moi je l'ai compris, d'une manière peut-être moins métaphorique, ce serait que l'univers, de par ses conditions initiales, allait forcément aboutir, par le déterminisme, à nous qui allions essayer de comprendre comment l'univers fonctionne, en fait, sans forcément qu'il y ait d'objectif ou qu'il y ait de Ouais. volonté derrière. Il y a juste ce processus-là qui fait qu'on ait une partie d'un tout qui existe parce qu'il existe, Oui. globalement, et qui cherche à se comprendre Peut-être, lui-même. mais Et ça, c'est étrange quelque part. Mais essayons de faire l'exercice conceptuel. Donc, supposons que 1 et 5 sont frères. Supposons qu'on est les deux. On a du libre arbitre et on prend la science au sérieux avec des lois. Donc, la question est de pas, je ne veux pas sortir en dehors de cet argument maintenant ou abandonner, disons, je peux abandonner le libre arbitre, ok, ça c'est un autre discours, mais ça serait, disons, dans ce cas-là, vous concédez que vous avez perdu l'argument dès le départ. Ok, la question est de savoir si on peut avoir les deux, si on peut avoir les lois de la nature et le libre arbitre. Et maintenant, l'argument nous montre que l'on peut avoir, à condition qu'on donne un sens à l'idée que le passé dépend de nous et où les lois dépendent de nous. La seule marge de manœuvre pour sauver le libre arbitre face au déterminisme est de mettre en cause la prémisse 2 ou la prémisse 3. J'ai une question sémantique. Le,
la manière dont on définit le libre arbitre, c'est tout ou rien. Ça veut dire on montre pas que le libre arbitre n'existe pas, on montre que le libre arbitre existe. Ah oui, 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 bon, oui, j'aurais dû donner disons, la définition standard et que vous aurez pu faire autrement. Ah oui, Vous êtes libre si et seulement si vous aurez pu faire autrement. Donc, vous avez bu du café ce oui. matin à 7 heures, mais vous aurez pu boire du thé, en supposant que vous avez du café et du thé dans la cuisine, etc., blabla. Mhm, mhm. Mais la décision de prendre du café ou du thé ressort de vous, alors elle est de votre ressort, si et seulement si vous aurez pu, dans les mêmes conditions, dans la même situation, prendre une autre décision. Okay, but I might Et be si beating vous, a dead un horse here, but principle of alternative possibilities, so could have done or could have done otherwise, yes, you're free if and only if you could have done otherwise. yes. Okay, so Dans les mêmes circonstances, etc. Donc, si mhm. quelqu'un entre dans la cuisine et vous dit que thé, c'est moche, etc., vous changez la situation. Vous pouvez Okay, peut-être tout, mais étant donné la même situation, ça dépend de vous. Si vous aurez pu faire A, non, si mhm, vous avez fait A, mais vous aurez pu faire B. mhm. I may, comme dit, je sais pas si je suis en train de beat a dead horse, que je suis en train Ouais, ouais. de revenir sur quelque chose encore, juste parce que je comprends pas. Mais et aussi, je dois relayer une question qui était dans le chat juste après. Mais aussi, du coup, admettons qu'il y a il y a une distribution uniforme café-thé. Ouais. Je dois soit prendre du café, soit prendre du thé. Mais je réponds quand même à cette loi. Ok, je me soumets à cette loi. Donc, dans cette mesure-là, je suis quand même un peu déterminé. Mais je choisis l'un des deux. Oui, mais Alors, est-ce que je c'est pour suis. faciliter. Peut-être vous avez un millier de choix, Ok. mais supposez vous êtes au deuxième tour de l'élection présidentielle en France et Mhm. voilà, vous avez le bulletin et vous pouvez voter à Macron ou Le Pen. Ouais, ok. Et vous Ouais. devez, il y a que ces deux possibilités. Ça rend plus facile, mais vous pouvez avoir, Oui, en oui. effet, vous pouvez avoir beaucoup, Ok. beaucoup de possibilités. Mais ça ne change rien. You could have done otherwise. Okay, so I could have. So my question is the semantic. So, do we say that I'm free if, for example, j'ai la probabilité de 50-50 ou peu importe n 1 sur n 1 sur n de boire du café ou du thé et je choisis un des deux. Même si j'ai répondu à cette loi, j'ai quand même choisi. Est-ce que Non, là je suis déterminé ou mais pas? vous n'avez pas Je comprends. des probabilités définies là. Vous avez que défini un espace des possibilités que vous avez. Mais dès Ok. que vous appliquez des probabilités sur cet espace, vous êtes déjà sorti du discours, du contexte du libre arbitre, pour les raisons Oui, qu'on avait évoquées avant. oui, c'est ça, mais c'est pas entièrement, c'est pas du libre arbitre entièrement, mais est-ce que du coup on définit le libre arbitre comme étant, même si c'est, parce que maybe there's a bit of wiggle room if there's a probability of, if there's still a probability là, et peut-être qu'il y a quand même encore de l'espace pour choisir quelque chose, même à l'intérieur de cet univers de probabilité. Je suis déterminé de choisir. Si je choisis maintenant du café, admettons, demain je devrais choisir du thé, mais est-ce qu'on peut dire quand même que j'ai quand même un peu de place pour du libre arbitre ou ça, Non, je dans, dirais dans... non, parce que le Mhm. moment où vous avez des probabilités sur votre espace des possibilités, vous n'avez plus le libre arbitre. Parce que qu'est-ce qui se Ok. fait, ou si vous définissez a priori des probabilités, on peut bien sûr faire des inférences dans le sens où que vous avez certaines habitudes, donc de prendre du café, et donc on peut dire que c'est probable que demain vous allez prendre à nouveau du café, mais néanmoins, vous aurez pu faire autrement. Vous pouvez changer vos habitudes demain. Mhm. Donc, ce n'est Oui, pas des ouais. probabilités qui prédéterminent. Vous pouvez faire une simple analyse des fréquences, donc noter le poisson de chaque jour, découvrir un pattern là-dedans et faire une prédiction qui sera souvent valide. Donc Oui, il y a peut-être quelque chose que j'ai la pas. personne, lorsqu'il y avait la première fois, c'est longtemps en arrière, Chirac contre Le Pen, le père de Marine Le Pen en France, Mhm. c'était clair qu'un gauchiste, le socialiste, il va finalement voter pour Chirac et pas pour Marine Le Pen, étant donné Mhm. ses convictions. Mais néanmoins, il aurait pu faire autrement. Ok, d'accord. Même s'il n'a pas fait ou même s'il regarde ça comme irrationnel ou je ne sais pas quoi.
Donc, le fait qu'il y a certaines habitudes, etc., n'implique pas, il aurait pu faire, il avait le choix. Et donc, et certains choix sont tels il y a des probabilités pragmatiques, mais ce n'est pas une loi a priori qui fixe ça. Ok, On va y d'accord. revenir encore, parce que là on s'avance déjà des choses, comment on s'en sort, ou comment on peut s'en sortir. Je peux d'ailleurs vous relier à tous une question de Gohan qui n'a pas je crois qu'il n'a pas de micro ce soir, enfin en tout cas il ne peut pas. Et la question c'est pourquoi une vision matérialiste du cerveau est incompatible avec les capacités de pensée? Ah, mais ça, c'est une autre question. Ah oui, donc c'était encore autre chose. C'est encore autre chose, disons. D'accord, ouais, Est-ce je croyais que que ensuite, si vous avez du libre arbitre, ça implique que votre esprit ne peut pas être identique à votre cerveau? Peut-être ça implique que si vous voulez exclure, peut-être des animaux ont aussi du libre arbitre. D'accord, ouais, ok. Ça, Bah, au c'est pire, on pas, pourra. ça, c'est pas, ça, disons, ça, on peut discuter à la Ouais, fin, c'est ça, ouais, disons, c'est ce ça que va dépendre de la solution, Ouais. mais pour là, moi, je pense pas, même sur ce que j'ai encore sur à vous proposer ce soir, ça implique, c'est pas très proche, ça invite pas une pensée matérialiste, mais ça ne l'exclut pas. D'accord, ok. C'est un autre sujet, je dirais. Oui, oui, c'est La ça. Ok, question de d'accord. savoir si des raisons, etc., si on peut intégrer ça dans le cerveau. Mais jusqu'au-là, disons, l'enjeu est maintenant, disons, ce qui est bon dans cet argument, c'est qu'il montre que la seule marge de manœuvre que nous avons, si on veut avoir les lois de la nature et le libre arbitre, est de mettre en cause les prémices 2 ou 3. Oui, c'est ça. Mais Okay? pas là. Il faut que, si nous avons un libre arbitre, il faut qu'on peut donner un sens à l'idée que, dans un certain sens, les lois dépendent de nous, alors de nos choix ou de nos actes, ou quelque chose dans le passé dépend de nos actes. OK? Donc, et ce que je veux attaquer maintenant, c'est cette loi de prime abord. Qu'est-ce qu'une loi de la nature? Donc, une théorie des lois de la nature, si vous pensez, David Hume était un philosophe du 18e siècle qui a proposé cette théorie qui consiste à dire que des lois de la nature n'existent pas en tant que telles, mais quelle est la loi de la nature dépend du mouvement de la matière. Donc, il y a de prime abord le mouvement de la matière, et les lois sont une sorte de bookkeeping device, sont une sorte pour donner une représentation simple et informative du mouvement de la matière. Donc, la prochaine slide, je dois retourner là pour avancer. C'est une citation dans ce sens d'un livre récent d'une philosophe qui s'appelle Janet Ismail. Et elle dit la chose suivante. Alors, elle dit qu'il faut adopter une globalist perspective, ce qui est bien, donc considérer l'évolution de l'univers dans sa totalité. Les activités, donc our acts, ce que nous, le livre, ça s'appelle Something Like Physics, how Physics Makes Free Will Possible, or something like that. Donc c'est un autre sujet. OK? Et Janet Ismail défend une conception comme des lois, comme David Hume, et elle dit la chose suivante. Si nous adoptons une perspective globale, nous réalisons que nos actes, our activities, sont a part of the pattern of events that make up history. Donc nos activités, donc les mouvements de nos corps, comme parmi ou figurent parmi les événements qui constituent l'histoire de l'univers. OK? C'est trivial. Si vous considérez tous les mouvements des objets dans l'univers, alors nos cerveaux, si c'est nos cerveaux, nos neurones, le mouvement de notre corps
font partie des événements qui constituent l'histoire de l'univers. Jusque-là, c'est trivial. La deuxième chose, c'est juste la proposition de David Hume sur les lois de la nature. Our activities partly determine the pattern. Donc, nos activités fixent quelle est disons, le cours que les événements dans l'univers prennent. Le pattern determines the laws. Donc, la manière dont les événements évoluent dans l'univers déterminent les lois. Alors, nos activités contribuent à déterminer les lois. Donc, l'idée là est très simple. L'idée consiste à dire que les lois de l'univers ne sont pas quelque chose qui est donné par Dieu ou qui existe simplement dans la nature au début de l'univers, mais c'est quelque chose qui se déploie, qui est littéralement parlé déterminé par la manière dont l'univers évolue. Et dans ce cas-là, il peut être le cas que si vous prenez tous les événements de l'univers, vous cherchez à découvrir des régularités, vous découvrez des régularités comme la gravitation ou l'électromagnétisme, etc. Et vous formulez des lois qui sont universelles, simples et informatives. Il peut s'avérer que ces lois soient déterministes sans qu'il n'y ait quelque chose qui prédétermine. Donc là, on joue la carte qui consiste à dire, si je retourne maintenant à là, que ça peut être littéralement vrai, mais cette prémisse 1 est ambiguë au sens où elle suggère que déterminisme implique prédétermination, implique que au début de l'univers, si les lois sont déterministes, il y a au début de l'univers, il est déjà prédéterminé si vous buvez du café ou du thé. Mais si les lois de l'univers sont fixées uniquement a posteriori, si il y a de prime abord les événements de l'univers qui se passent dans l'univers et ensuite viennent les lois comme étant fixées par les événements de l'univers et les patterns que ces événements, donc par exemple, mouvements attractifs sont des patterns, si c'est donc des trames, des régularités, des traits saillants de ce qui se passe dans l'univers, si ça vient de prime abord et ensuite viennent les lois, la prémisse 1 peut être vraie, il peut être le cas que les lois soient déterministe, il peut être le cas qu'on a des lois, il peut aussi être le cas qu'on n'a finalement pas des lois. Alors, le déterminisme peut être vrai, conséquence peut être vraie. C'est pour ça que j'ai hésité au début avec la causalité parce que ça complique les affaires. Hume donne aussi une théorie de la causalité qui dit que le rapport entre cause et événement dépend des patterns, dépend de ce qui se passe dans l'univers partout et n'est pas une relation intrinsèque entre deux événements. Donc, on peut même aller avec la causalité, mais ça complique les choses. Mais il peut être vrai que ce sont les conséquences au sens où, que, étant donné les lois et les conditions initiales, on peut déduire toutes les propositions sur ce qui se passe dans l'univers, mais pour avoir les lois, il faut de prime abord avoir ce qui se passe réellement dans l'univers et parmi ce qui passe réellement dans l'univers figurent nos actes. Donc, en ce sens-là, nos actes contribuent à déterminer les lois, contribuent à fixer ce que sont les lois. Ça, c'est l'idée de Humienne et aujourd'hui, même avant le livre de Jenin Ismail, c'était admis que en adoptant une théorie type David Hume des lois, on peut s'en sortir. Logiquement, on peut construire, on peut concevoir une conception des lois de la nature selon laquelle il est logiquement correct de dire que les lois dépendent aussi de nous. Mais l'objection, j'ai mentionné l'objection, ça nous semble donner trop. Trop.
Oui, ça trop... semble overkill. J'ai mis la overkill Ah, dans ouais. it kills the argument, but it does more than would be desirable. Pourquoi est-ce que vous pouvez, disons, je ne sais pas à quel étage, vous êtes à l'EPFL, là, Joshua Freeman, je présume. Je suis Vous en êtes BC, ouais. ouais, donc vous êtes auquel étage, là? Je suis 0, le BC 0. OK, donc ça n'aide pas. Mais si quelqu'un est au 4e étage, vous pouvez sortir de la salle par la porte, mais si vous sortez par la fenêtre, vous allez sentir la gravitation. Donc, vous avez le libre arbitre de sauter par la fenêtre, mais la loi de la gravitation restreint vos possibilités. Oui, Ou vous pouvez pas, vous pouvez oui, 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 marcher, vous oui, pouvez courir, mais vous ne pouvez pas courir plus vite que la oui, lumière. Donc, oui, les lois, disons, même si ça c'est formellement correct, ça ne ok, nous aide d'accord. pas pour le libre arbitre, ça c'est l'objection, parce que Mhm. pour le libre arbitre, nous devons présupposer les lois de la nature. J'ai la possibilité de marcher à gauche ou à droite, et normalement, ça ne compte pas comme possibilité que je peux sauter par la fenêtre, sauf si je veux me suicider. Mais ça, disons, c'est pas le. Et il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Donc, personne ne peut me demander ou je ne peux pas dire. Je veux sauter. Les ascenseurs, c'est en comète. Donc, si je suis devant le bâtiment, je veux sauter comme ça au 4e étage. Juste faire un saut au 4e étage. C'est Oui. impossible et ça serait inutile d'essayer. Donc là, je peux prendre, OK, alors, our activities, oh, just try. Just try to do it. Alors, on peut essayer si la loi de la gravitation dépend aussi de nous. Donc faisons quelque chose qui va à l'encontre de la loi de la gravitation telle qu'elle est valide jusqu'à maintenant. Oh, but just kind of maybe. Est-ce que c'est parce que, comment dire, est-ce que c'est parce que cette loi existe, comment dire, cette loi existe et nous détermine en partie, et disons qu'on peut participer à cette loi au comportement de cette loi, peut-être par des effets microscopiques, chaotiques, des toutes petites choses. Mais is the point not that we could have done otherwise? So, in any case, even in le cas qu'on ait le libre arbitre qui existe, est-ce que même dans le cas où le libre arbitre existe, dans tous les cas, il y aura quand même des choses qui sont impossibles à faire? C'est ça. La question, c'est plutôt, ouais. Oui, il y a de toute façon des choses qui sont impossibles à faire dans un sens physique ou nomologique. Métaphysiquement, ça peut être possible que vous sautez comme ça dans l'air ou que vous marchez sur l'eau ou je ne sais pas quoi. Logiquement ou métaphysiquement, tout ça peut être possible, mais physiquement, ce n'est pas possible. Et ça ne serait pas, disons, même si vous adoptez cette théorie des lois de la nature, c'est une théorie métaphysique sur le statut des lois. Ce n'est pas une théorie que vous pouvez employer pour définir vos possibilités physiques d'action. OK. Ça mène nulle part parce que votre libre arbitre est de toute façon restreint par les lois. Oui. OK, so ça. this is why Donc this would be nous overkill. apprenons maintenant. Maintenant, nous approchons de la fin. Nous apprenons quelque chose. Notre libre arbitre est restreint par les lois. J'ai une petite question. Dans cette citation de Jenin Ismaël, de ce que je comprends, en fait, c'est nous, en tant qu'humains, avec éventuellement un libre arbitre, on perçoit un pattern, et de ce pattern, on extirpe des lois. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'idée de David Hume. Vous voyez des patterns comme de la gravitation, les événements s'attirent. Pour continuer à vouloir garder un déterminisme, on pourrait très bien dire qu'en fait, juste, on n'est pas capable de percevoir tous les patterns et qu'il y a des patterns qu'on ne perçoit pas. Oui, mais ça aide pas. Ce n'est pas une question si nous pouvons percevoir ou non, mais si ça existe ou non, ou si c'est vrai ou non. Alors, il y a des lois, même si vous ne le percevez pas, et vous pouvez vous tromper sur ce que vous pouvez faire. Ça arrive souvent
qu'on pense on peut faire quelque chose et on ne peut pas le faire parce qu'on a juste, disons, on devrait introduire encore ici la notion de capacité. Donc, nous avons certaines capacités et les capacités que nous avons sont limitées par les lois de la nature. Et on peut se tromper sur les lois et sur ses capacités, dans le sens qu'on pense qu'on peut faire plus que l'on peut faire ou dans le sens qu'on sous-estime ses capacités. Et il faut de l'encouragement. Mais bien sûr, vous pouvez boire du café. Ça ne va pas vous rendre un addict du café. C'est bien le matin. Vous serez en bonne forme. Vous pouvez. Just do it. How was this with Obama? Just do it. Oh, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Okay, yes, we can. Something like that. OK. Alors, nous nous approchons maintenant de quelque chose qui peut nous aider ou qui nous aide, à mon avis. Nous avons besoin des lois pour définir nos capacités ou le cadre de ce que nous pouvons faire et ne pouvons pas faire. On peut boire du café ou du thé, mais on ne peut pas boire une boisson qui a 200, qui a 100 degrés, il ne faut pas boire de l'eau, ça ne va pas être bon pour votre corps, etc. Ou des choses comme ça. Alors, si vous buvez du café ou du thé, ce n'est pas une question des lois, mais une question des conditions initiales. Donc, si vous avez la capacité de prendre du café ou du thé, alors le fait que vous preniez du café ou le fait que vous preniez du thé, ce que vous prenez dépend des conditions initiales. Okay? Donc, y compris dans le cas probabiliste? Y compris dans le cas probabiliste? Oui, y compris dans le cas probabiliste. C'est les conditions initiales. Disons, si vous avez une loi pour le collapsus de la fonction d'onde quantique, tout dépend de quelles histoires de l'univers sont possibles ou plus probables que d'autres. Ça dépend de la configuration initiale de la matière qui fait qu'un collapse dans ce sens ou l'autre est plus probable. Oui, tout ça marche aussi avec des lois probabilistes, mais c'est un peu plus compliqué. Ok, d'accord, c'est ce qu'on disait avant. Alors, on doit se focaliser maintenant sur les... Mais j'aimerais me focaliser maintenant plutôt sur les conditions initiales. OK? Et si je peux boire du café ou du thé, ça implique que le futur est ouvert. OK? Donc, pour demain ce mercredi, donc pour mercredi 7h, ce soir à 8h15, il n'est pas fixé si vous buvez, si Yoshua boit du café ou du thé demain matin. OK? Si vous buvez du thé, et si nous sommes dans un univers déterministe maintenant, alors il y a une branche de l'univers qui se réalise dans laquelle vous buvez du thé. Et ça aura toutes sortes de conséquences pour l'avenir. Qu'il y a moins du thé dans votre cuisine, etc. Qu'il y a certains mouvements dans votre corps de digestion, etc. Et que ça a un effet mental et quoi que ça. Donc, ça change quelque chose dans le futur. Ça influence quelque chose dans le futur. Même chose si vous buvez du café, donc l'univers, si vous buvez du café demain matin, l'univers va se développer à ce qu'il y a certains mouvements dans votre corps. Ça peut, vous pouvez imaginer que dans les deux cas, ça déclenche une chaîne d'événements qui vont dans d'autres directions. Donc, vous avez deux branches de l'univers là. OK. Et si ce n'est pas une affaire des lois, les lois sont les mêmes. Disons, ça ne change pas, si vous buvez du café ou du thé, ça ne change pas la physique quantique ou les lois de la gravité ou les lois de l'électrodynamique, etc. Maintenant, le problème est que si vous vous situez dans une théorie déterministe, et si vous changez le futur, donc si vous avez deux branches futures là, maintenant, supposons que c'est la branche café qui se réalise. Alors, si la branche café se réalise et si nous sommes dans un univers déterministe, ça implique quelque chose que l'on appelle backtracking. Alors, si l'univers est tel qu'on va vers la chaîne café ou on va vers la chaîne thé,
Il y a non seulement quelque chose qui est différent dans le futur, mais il faut aussi qu'il y ait une différence dans le passé. Ah oui, à cause du fait À que cause ça du devait être déterminé. déterminisme. Ouais, Et ok. ça serait la même chose si on prend les lois probabilistes, mais là, j'aurais besoin de plus D'accord, d'un ouais. seul événement. Donc, Ok. j'arrive à la, je dois, si ça c'est comme ça, alors les lois sont fixes, vous avez néanmoins du libre arbitre, alors je dois donner maintenant un sens au fait que ça influence quelque chose dans le passé aussi. Si, disons, dans une théorie déterministe, c'est clair parce que ça distingue pas une direction du temps. Si je veux influencer quelque chose dans le futur, et libre arbitre implique que je peux influencer quelque chose dans le futur, je peux faire autrement. J'ai le choix entre deux possibilités, and I could have done otherwise. Donc l'autre possibilité aurait pu se réaliser, donc ce qui implique que nous nous trouverions dans une autre branche de l'univers. Dans une théorie déterministe, ça implique que aussi quelque chose dans le passé a changé. Ouais, Et la question est maintenant de savoir, est-ce qu'on peut donner un sens à ça? Excusez-moi, mais j'aimerais vous poser une petite question. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut savoir, vu qu'on est obligé de partir du constat qu'on fait de nous, notre univers, et donc de l'embranchement qu'il a suivi, comment est-ce qu'on peut savoir que cet autre embranchement, même si on peut le supposer, il aurait réellement pu arriver, puisqu'on ne peut jamais recréer les conditions à l'exact… Oui, mais par stipulation maintenant, je stipule que vous avez du libre arbitre et ça implique that you can do otherwise, que vous avez un choix. Par stipulation maintenant, si vous avez du libre arbitre, ça implique la possibilité de faire des choix et ça implique qu'il y a au moins deux futurs différents qui sont ouverts maintenant. Et un des deux va devenir réel selon le choix que vous effectuez. Mais comment est-ce qu'on peut prouver que l'univers qui n'est pas celui, enfin, le choix qui n'est pas celui qui a été créé réellement peut être autre chose que fictif? Je ne peux pas le prouver maintenant. J'accepte qu'il y a le libre arbitre. C'est conditionné. S'il y a le libre arbitre, c'est comme ça. Et je ne veux pas abandonner le libre arbitre parce que je suis convaincu que pour penser, pour faire de la science, etc., il faut le libre arbitre. Mais en fait, c'est un raisonnement par l'absurde. Oui, mais admettons qu'on ait du libre arbitre. On peut, disons, l'argument est tel que vous pouvez toujours vous en sortir en abandonnant 5, en disant que nous n'avons pas de libre arbitre. C'est ce que beaucoup de gens font. Vous pouvez toujours vous en sortir en abandonnant une, mais en disant que les sciences, il n'y a pas des lois scientifiques ou des lois scientifiques sont une sorte de généralisation qui est grosso modo valide. Okay? Donc, grosso modo, la loi de la gravitation obtient, mais s'il y a des esprits libres qui interviennent, la gravitation ne tient plus, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui disent que Alors, Newton lui-même était convaincu que l'univers marche selon la gravitation, mais du temps en temps, il y a Dieu qui intervient, par exemple en faisant un miracle. Donc, vous pouvez abandonner l'idée que les lois soient universelles. Donc, toujours quand vous prenez une décision libre, c'est un miracle qui suspend les lois. Vous abandonnez un. Okay? Mais vous n'abandonnez pas un en faveur des probabilités, mais vous dites qu'il n'y a pas des lois, disons, en plan scientifique, c'est assez difficile à avaler, mais il y a des gens qui défendent ça. Donc, vous pouvez toujours abandonner le réalisme scientifique et vous pouvez toujours abandonner votre libre arbitre, mais c'est une sorte de solution désespérée. Parce qu'on a des bons arguments pour endosser les deux. Et si on veut avoir les deux, on doit faire quelque chose là. On a discuté que ça ne nous n'aide pas vraiment parce que les lois, on les a besoin pour définir ce que nous pouvons faire. Et si nous avons un libre arbitre, si nous faisons A ou B, c'est une question des conditions initiales. Et si maintenant, c'est là où interviennent les lois à nouveau, si on pense que le futur est encore ouvert, ce qu'on peut penser, parce que déterminisme n'implique pas prédétermination, ça implique
néanmoins, je ne sais pas comment dire en français, backtracking. Donc, si une piste dans le futur se réalise, si vous influencez, si votre décision fait que A se réalise et B ne se réalise pas, ça implique qu'il y a aussi quelque chose dans l'univers dans lequel A se réalise, il y a aussi quelque chose qui est différent dans le passé de l'univers dans lequel B se réalise. Backtracking, c'est faire marche arrière. Oui, mais disons, mais backtracking, disons, c'est un sens algorithmique. C'est un sens spécifique là. Scientifique. Donc, scientifique. Donc, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce que, si vous, disons, si vous avez du libre arbitre, vous pouvez changer le futur. Vous pouvez influencer le futur. S'il y a des lois de la nature, la prémisse 1 nous dit que vous pouvez changer le futur uniquement à condition que vous changez aussi quelque chose dans le passé, si vous tenez les lois comme fixes. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça c'est possible? Ça, c'est mon dernier slide, il faut que j'y arrive. Oui. Et c'est possible si, disons, la chose est assez, disons, the trick who does the job, ce que vous prenez maintenant l'idée par rapport aux lois et vous les appliquez aux conditions initiales. OK? Donc, l'idée de David Hume, c'était qu'on a de prime abord les mouvements des particules dans l'univers, ou les mouvements des corps dans l'univers, et ensuite les lois. Donc, de sorte que les lois sont fixes, ils sont déterminés only at the end of the world. Donc, prenez à nouveau la citation là de Janet Ismail. Our activities partly determine the pattern determines the laws. Okay? The pattern determines the laws, mais le pattern doit premièrement se déployer. Le pattern n'est pas quelque chose qui est là au début de l'univers, mais c'est quelque chose qui se détermine, qui devient réel pendant l'histoire de l'univers, pendant l'évolution de l'univers. Il y a certains patterns qui se déploient et d'autres patterns qui ne se déploient pas. Okay? Donc maintenant, on prend la même idée et on cherche à l'appliquer à des paramètres dynamiques. OK? Donc, je prends maintenant un exemple qui ne va finalement pas marcher, mais qui est peut-être plus facile à... Non, faisons comme ça. Faisons ça premièrement en question, est-ce qu'on peut imaginer que les conditions finales, supposons que l'univers a un fin, et un jour ça se termine, il y a le jour du jugement, et c'est ça. Donc, on peut imaginer que les conditions finales de l'univers dépendent de nous. Parce que si je choisis du café au lieu du thé, ça change quelque chose dans tout le futur de l'univers. Okay? Si les conditions finales de l'univers dépendent de nous dans un sens qu'on peut défendre, il s'ensuit alors, si on tient les lois comme fixes, que les conditions initiales de l'univers dépendent aussi de nous. Mais on veut qu'elles ne dépendent pas de la même façon de nous. Parce qu'on peut changer le futur, mais on ne peut pas changer le passé. Vous ne pouvez plus changer le fait que vous êtes entré dans cette salle à 19h15, même si vous regrettez, vous aurez pu faire autre chose ce soir. Okay? Vous pouvez quitter maintenant, mais l'heure que vous avez perdue avec ces réflexions philosophiques, vous ne pouvez plus la regagner dans votre vie. Okay? Et ça change quelque chose, ça vous met à penser, etc. OK, mais vous pouvez, donc, c'est trivial que vous ne pouvez pas changer le passé. Oui. Mais maintenant, il faut que il y a quelque chose dans le passé que vous pouvez changer ou influencer, disons plutôt influencer, parce que autrement, influencer, c'est aussi causal, sans que ça devienne crazy, sans que ça devienne fou. Il y a quelque chose dans le passé que vous ne pouvez pas changer et il y a quelque chose que vous pouvez changer. Autrement, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer dans le passé? Quelqu'un a une idée? Je ne sais pas.
Oui. Ma naissance, a priori, je ne peux pas la changer vu que je suis Ouais, vous là. ne pouvez pas changer votre naissance. Ouais, il y a Tout. beaucoup Il y a plus Gohan d'autres qui dit choses tout. que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer, si vous êtes scientifique, vous ne pouvez pas changer les résultats des mesures. You cannot change measurement records. Vous ne pouvez pas changer les records du passé. Vous ne pouvez pas changer le fait qu'il y avait du dinosaure un jour, etc. Oui. En quoi, you can't change the records of the past. OK? En quoi consiste-t-elle? I don't see the difference between the records of the past and the past. Oui, il y a une différence. Vous pouvez pas, disons, moi, je vous réponds en disant que vous ne pouvez pas changer les positions des objets. Vous ne pouvez pas changer où les objets étaient à un certain moment dans le temps. Dans le passé. Vous ne pouvez pas changer ça dans le Je passé. peux pas. Mais mon Mais interprétation. la physique ne vous permet pas de le faire. Ça serait la fin de l'histoire. Mais vous pouvez changer d'autres choses qui entrent ou influencer des choses. Disons, aux positions dans le passé, on ne peut pas appliquer cette réflexion de David Hume que c'est fixé, it's fixed only at the end of the world. Okay? Vous ne pouvez pas changer la position et le mouvement des particules. Maintenant, je vous donne deux théories complètement hors de ce contexte. Je vous donne deux théories scientifiques. Ces deux théories scientifiques disent des choses différentes sur le monde. Une des deux théories dit qu'il y a toutes sortes de forces dans le monde qui agissent à distance, des forces newtoniennes. L'autre théorie vous dit qu'il y a des champs dans le monde. La troisième théorie vous dit qu'il n'y a pas des champs dans le monde, mais il y a un champ abstrait qu'on appelle fonction d'onde, etc. Et supposons que ces trois théories, ces N théories, s'accordent dans les propositions qu'elles donnent sur les positions de tous les objets dans l'univers en tout le temps. Est-ce qu'il y a moyen de différencier entre ces théories? Est-ce que vous pouvez constater laquelle de ces théories est vraie? Ils se contredisent, il y a des batailles furieuses. Tout ça est arrivé en science. Tout ça arrive aujourd'hui dans ce qu'on appelle une interprétation de la mécanique quantique. Et c'est une interprétation parce que ça change rien. Disons, ça change rien disons, c'est plus subtil, ça ne change rien au measurement results, mais ça peut changer quelque chose aux positions des objets. Mais supposons qu'on a deux théories de l'univers qui s'accordent dans tout ce qu'ils disent sur les positions des objets. Vous n'avez aucune possibilité de discerner discerner ces deux théories, bien que ce qu'elles disent sur le monde peut être différent. Donc, une a des forces et l'autre déteste des forces, etc. Si deux théories, disons, la conclusion est alors que vous devez tenir comme fixe les positions des objets dans le passé, mais vous pouvez varier d'autres variables qui entrent dans une condition initiale d'une loi. Okay? Donc, la loi de Newton présuppose non seulement comme condition initiale les positions des objets, mais aussi leur masse. Maintenant, vous pouvez avoir l'idée que vous savez maintenant que vous ne pouvez pas influencer la position dans le passé, mais peut-être vous pouvez influencer les masses. Peut-être avec les masses, c'est la même chose qu'avec les lois selon Hume. Quelle est la masse initiale d'un objet dépend de la manière dont l'objet se meut dans l'univers. Ça, c'est physiquement pas possible dans la théorie de Newton parce que si vous changez les valeurs de masse, vous changez tout de suite les trajectoires. Mais je prends une variable, c'était juste pour illustrer. Mais par exemple, c'est possible avec la fonction d'onde en physique quantique. Si vous avez la fonction d'onde en physique quantique, elle a tellement de degrés de liberté pour l'ajuster que vous pouvez dire que quelle est la fonction d'onde at the initial state of the universe. The universe dépend de ce qui se passe dans l'univers. Donc, si vous, disons,
if a person, ce que j'ai mis là, if a person had done otherwise, then slight difference in dynamic parameter. Il y a une petite différence dans les paramètres dynamiques. Donc, la fonction initiale, la fonction dans l'univers, l'état initial de l'univers, aurait été un peu différente de ce qu'elle n'était en vérité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans les slides? Oui. Oui, je peux. Alors, faisons quelque chose comme ça. Est-ce que ça, je pense, c'est encore plus facile, cet exemple mathématique. Okay. Je vous donne ça. Mais, ok. Qu'est-ce que, oui, continuez. Qu'est-ce que je vous donne jusque-là? Je peux le laisser. 10. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12. 10, 14, 18. Alors, nous sommes là. OK? Et ça, c'est la séquence des événements. Supposons que ce soit les passés, les positions des particules. Vous ne pouvez pas les changer. OK? Maintenant, vous choisissez entre thé et café. Ça fait 12 et 14, supposons. Si la série continue jusque-là de 2 à 10, cette série instancie la loi addition et aussi une loi du type 5 fois 2 et ensuite 5 fois 4 et blabla. Donc, cette loi-ci ou cette loi se fixée uniquement par ce qui se passe dans la suite. Ouais. OK. Okay? Donc, chaque série finie, ça c'est une vérité mathématique ou logique, chaque série finie d'événements, amplement toujours une infinité de règles possibles. Infinité, c'est trop. Amplement toujours beaucoup de règles possibles et ça se réduit à la fin. Donc, maintenant, appliquer ça à la physique. Donc, comment la série va continuer ne va pas dépendre des digits que vous avez là, mais va dépendre de quelque chose comme la fonction d'onde ou du fine-tuning des constantes de la nature. Ça va pas, avec les masses, ça ne marche pas pour des raisons de la physique newtonienne, mais ça peut marcher en physique classique avec des constantes de la nature. Quelle est exactement la constante de la gravitation? Peut-être la différence entre deux possibilités se manifeste uniquement plus tard dans l'univers. Et dans ce cas-là, j'ai la possibilité logique de la valeur, que la valeur initiale de ce qui est finalement ce paramètre initial ici au début de mon univers dépend de ce qui se passe plus tard dans l'univers sans que je ne change la loi. Ici, je change la loi, pas la règle, mais là, je ne veux pas changer la loi. Donc, la loi doit être addition. OK? Donc, je ne peux pas marcher en arrière là. Je ne peux pas aller de 10 à 8. La loi, c'est l'addition ou la loi, c'est gravitation. Mais quelle est la constante de la gravitation exacte? Ça dépend de comment la série se déploie. Donc, ici, vous choisissez du T, donc une branche de l'univers qui fait que ça doit continuer comme ça. On a de l'addition tout court. Et là, vous choisissez du café et ça fait que l'univers continue comme ça. Donc, les positions, les digits dans l'avenir sont différents. Ça, c'est ce que vous influencez. Ce que vous influencez là, sans que vous changez rien sur les positions, les digits dans le passé, mais vous influencez quelle sera la valeur exacte d'une variable initio ici, qui fait que la règle est addition tout court, ou addition de 5 fois 2 et 5 fois 4, etc. Et maintenant, il faut que les deux règles soient aussi simples, etc. Là, c'est artificiel, mais je n'ai pas un meilleur exemple maintenant. OK, ça c'est, disons, moi, je pense que de cette manière, vous pouvez vous sortir de l'affaire. Vous devez vous pouvez changer, vous pouvez influencer le passé. Donc ce qui se passe dans le futur fait partie, entre dans ce qui fixe les valeurs initiales de certains paramètres de l'univers, mais ça ne change rien aux positions des objets. Parce que là, ça devient fou. Je peux changer, si je pouvais changer les positions, influencer les positions passées des objets, ça serait la fin des ça marcherait records of the past. Ça ne marcherait pas, mais ça peut marcher
Donc, par exemple, je pense que ça peut marcher en fait, mais ça devient maintenant trop compliqué de dire ce qu'une fonction d'onde, mais ça peut aussi marcher en physique classique avec des paramètres comme la valeur exacte de la constante de la gravitation. Ça ne peut pas marcher avec les masses parce que si je change la masse, la physique newtonienne est construite de cette manière, j'aurai tout de suite une différence dans les positions. Donc, ou assez rapidement, ça n'attend pas jusqu'à ce que quelqu'un choisisse ici entre du café et du thé. OK. Donc, c'est l'interprétation, en fait, c'est l'interprétation la plus simple qui change, c'est ça? Enfin, non, mais disons, oui, c'est une... Disons, en fait, une loi, c'est une interprétation simple. En gros. Non, une loi doit être simple, mais vous pouvez oublier ça, vous pouvez forget about the laws, on tient les lois comme fixes. C'était juste que l'idée de dire que quelque chose qu'on présume être déterminé maintenant et dépend peut-être du futur sans que le déterminisme des lois physiques soit mis en cause par ça. D'accord. Le déterminisme reste formellement valide et c'est une erreur de penser que déterminisme implique prédétermination. Ça implique ce qui est dit, loi et conditions initiales fixent les propositions sur l'évolution du système. Donc, ce que j'ai fait avec ce qu'on a fait juste là maintenant, c'est un exercice de pensée philosophique. Et disons, toute la philosophie se passe de cette manière qu'on a des idées ou des idées qu'on pense qu'elles sont valides, comme l'idée qu'il y a des lois de la nature universelles et l'idée que nous avons un libre arbitre. Et si ça ne marche pas, on peut toujours abandonner une des idées qu'on a ab initio. Mais ça ne serait pas très commode parce que ces idées semblent valides. Donc, on essaye de trouver une stratégie qui nous permet d'accepter et de garder ça comme valide nos idées initiales. Et pour ça, il faut faire quelques exercices de pensée. Wow. Et c'est la même chose, on pourrait, donc quelqu'un avait posé la question esprit et matière avant, et on pourrait faire à peu près le même exercice pour quoi que ce soit. Et donc, pour vous, scientifiques, je veux bien que votre libre arbitre vous soit cher et vous pouvez rester scientifique. Donc, il ne faut pas abandonner la science et il ne faut pas abandonner le libre arbitre parce que vous en avez besoin pour faire la science et pour faire des expériences scientifiques qui mettent une théorie à l'épreuve, D'accord. etc. Bien. Bon, si d'autres gens ont d'autres questions à poser sur ce qui vient d'être dit. Il y a un commentaire de Gohan encore d'avant que je n'ai pas relayé. C'était encore avant quand on parlait de boire du thé ou du café. Oui, il est dans le chat. Enfin, il disait la volonté des hommes les oblige ou les condamne dans un choix. Quand j'ai décidé de boire du thé avant la conférence, ce n'est pas que j'ai eu le choix. Bon, c'était avant qu'on parlait de ce dont on vient de parler, mais ce n'est pas que j'ai eu le choix, mais que mes désirs immuables m'ont amené à vouloir prendre ce thé. Oui, mais ça met à nouveau en cause ce désespéré. Ouais, c'est ça, c'est le 1. Vous ne l'avez pas, je ne peux pas vous prendre, je peux pas vous prendre au sérieux si vous avez un libre arbitre. Ouais. Si vous n'avez pas le choix, l'illusion du libre arbitre, je n'ai jamais eu de choix. Mais alors, que faire? Les paroles que vous avez écrites là, vous n'avez pas choisi non plus. Donc ça va. Ouais. Ah, réponse ou pas? Ah oui, Okay, c'est intéressant. Mais disons, moi je pense que c'est désespéré. Donc, s'il n'y a pas d'autre solution, finalement, on peut.
Ben, en ce cas-là, disons, j'ai plus confiance en mon libre arbitre que dans les sciences, parce que les sciences sont finalement une construction de l'homme sur la base de leur libre arbitre. Ouais. J'abandonnerais plutôt l'idée qu'il y a des lois universelles et, dans ce cas-là. Ah, du coup, il y a Gwen qui vous a répondu, je crois. Il n'implique ni l'absence d'intelligence, ni le messie, ça implique les deux. Justement, Ok, ouais. ça peut avoir choisit rien, intelligence artificielle, donc les ordinateurs n'ont peut-être pas de libre arbitre, mais vous ne pouvez plus donner des raisons parce que si vous donnez des raisons pour ce que vous dites, vous faites quelque chose, vous donnez à quelque chose le statut d'une raison. Et ça, c'est libre. Vous avez aussi le choix, mais le choix est contraint par la rationalité, d'accord? Mais, mais si vous donnez quelque chose comme raison pour quelque chose, c'est vous qui faites ça. Mais c'est pas, au pire, c'est pas très grave. Enfin, est-ce que c'est possible de ne pas être nihiliste, mais d'être déterministe, non? Je peux dire, enfin, de ne pas, pour pas utiliser des termes trop philosophiquement lourds, de croire en, enfin, d'être De ne pas heureux. être fataliste, vous voulez dire. Fataliste, Okay? oui, voilà. Même Ouais, si vous êtes déterminé. OK. Supposons vous sortez de l'EPFL après et vous traversez la route cantonale. Vous allez quand même regarder à gauche et à droite avant de traverser la route cantonale, même si vous niez les libres arbitres. Donc, même si vous pensez que tout est déterminé, tout est prédéterminé, y compris la manière comme vous marchez, vous allez quand même regarder à gauche et à droite. Y compris le fait que je regarde à gauche et à droite. Oui, est-ce que je peux me dire axiomatiquement tout ce que je fais est déterminé? Non, vous ne pouvez pas le dire. Mais c'est une contradiction parce qu'en ce cas-là, je dis alors je fais autre chose maintenant. Vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas faire autre chose. Then I answer with Obama, yes, you can, just do it. Ok, mais ok. Enfin, alors peut-être qu'il faut que je me pose et que je reprenne ce raisonnement. Mais je me demande, enfin, j'ai juste du mal à me dire, d'ailleurs, si jamais quelqu'un, je sais pas si jamais vous avez quelqu'un j'ai du mal à me dire que c'est pas possible. Enfin, j'ai du mal à voir en quoi c'est pas possible de juste me dire, un peu comme quelqu'un qui se dirait, je sers quelque chose de plus grand que moi, par exemple. Bah, je peux aussi me dire, par exemple, tout ce que je fais. En gros, je peux, sans prendre de recul, sans sortir d'une condition que je supposerais prédéterminée, je peux me dire depuis l'intérieur, j'accepte que ce que je fais, c'est déterminé, quoi que je fasse, sans que. Je peux pas me dire ça, sans sortir du prédéterminé. Mais si vous réfléchissez sur les raisons, ça devient à un certain moment paradoxal. Disons, c'est l'argument de Descartes. Donc, un observateur externe peut dire de vous que vous êtes déterminé, ou Dieu peut dire que peut s'amuser sur les êtres humains, mais nous ne pouvons pas le dire sans tomber dans une contradiction. Disons, peut-être d'un point de vue absolu, il y a une prédétermination, disons, mais vous ne pouvez pas entretenir de manière consistante l'idée que vous êtes prédéterminé. Si votre pensée dépend du langage, il faut inclure aussi ceux avec lesquels vous parlez, par contraste à Descartes. Ça marche. Ah, Gwen. Ouais, ça marche. Excellent. Ah bah parfait. Oh là là. Ouf. C'est moi qui posais les questions et qui ennuyais tout le monde depuis un petit moment. Non. Juste pour, si j'ai bien compris, vous pensez que le libre arbitre est nécessaire à la pensée et en même temps à l'action. C'est même pour ça, cette volonté justement de s'affirmer est donc nécessaire. Enfin,
cette volonté de s'exprimer, d'exprimer donc sa pensée, est donc causée par notre libre arbitre. Ouais. Mais en quoi est-ce que cela vient nécessairement? Une personne peut très bien vivre dans une illusion, se croire le plus libre que possible, mais toujours aller et avancer dans une ligne droite. Mais j'ai Oui, l'impression. oui. Ouais. Ma question, c'est est-ce que du coup, ce serait pas une question de faire la différence entre prédétermination absolue et prédétermination dans un sens plus restreint, c'est-à-dire que on pourrait dire que on pourrait dire que on est dans l'absolu. Enfin, je croyais que c'était quelque chose qu'on disait avant. On pourrait dire qu'on est dans l'absolu, on n'est pas complètement prédéterminé si on prend. On est complètement prédéterminé dans l'absolu. Pardon, je m'exprime hyper mal, désolé, je suis pas compris. Ok. En gros, on pourrait dire qu'on est on pourrait dire qu'on est pas prédé. Enfin, faut que je pose ce que je veux dire. On n'est pas prédéterminé. Oui, on pourrait dire qu'on n'est pas prédéterminé dans l'absolu, mais en gros, le fait qu'on soit déterminé par certaines choses, ça veut dire qu'il n'y a pas ça voudrait dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, en gros. Mais le moment où vous vous rendez compte que ces choses vous influencent, l'environnement, les gènes, Ouais. etc., vous pouvez faire autrement. Ouais, c'est ça. Disons, toujours ouais. quand quelqu'un dit que alors, ça vous a déterminé, etc., je peux dire en rétrospectif, oui, c'est vrai, mais maintenant, je peux améliorer. Disons, ça ne veut pas dire que toujours, disons, café, thé, c'était un. C'est normalement pas un exemple pour vraiment un choix. Vous réfléchissez à un choix, donc, mais vous pouvez le faire, vous aurez pu faire autrement. Et vous pouvez vous rendre compte des choses qui vous influencent, vous positionner envers ces choses et faire autrement. Donc, le moment où quelqu'un m'explique que c'est le sous-conscient ou je ne sais pas quoi, et j'apprends quelque chose, je dis, OK, alors je fais attention la prochaine fois de ne pas me laisser tirer de cette manière. OK, mais ça, is this really doing something that you could have done differently? Yes, I could have done different. I could have done otherwise. It's you Mais will I did be able not. to. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait une décision libre. Ça, c'est tout à fait possible que disons, ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites toujours sont des décisions libres et que vous aurez pu faire. Mais le moment où vous vous rendez, disons, ça, c'est ce qui est paradoxal avec toutes ces théories, c'est que quelqu'un vous dit que c'est la psychologie, c'est les gènes ou les sous-conscients ou quoi que ce soit, je dis, OK, merci, alors maintenant que je sais, je peux faire autrement. Je ne me laisse plus déterminer par ça. Il est sûr que si l'on connaît son choix, il y aura nécessairement une influence. Oui, mais finalement, c'est vous que, disons, si vous prenez le café ou du thé, c'est vous qui a choisi finalement. Sans que ce soit prédéterminé par rien. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Gohan. La question, c'est est-ce que tu peux quand même avoir le choix tout en ayant une influence dans ton choix? Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est une expérience. Tu peux être influencé dans ton choix, mais avoir quand même le choix et avoir fait autrement malgré l'influence. C'est comme si tu connais le choix que tu aurais fait dans tel cas et que tu essayes de réfléchir à comment tu réagirais si tu serais dans la même situation, bah, il est clair justement que tu aurais des données qui seraient altérées. Tu es dans une situation qui est différente. Évidemment que le choix que tu ferais cette fois-ci sera différent. Ouais, mais peut-être que, admettons que tu as un choix qui se propose, que tu allais prendre un choix et tu te dis, ah non, je me rends compte que je prends ce choix-là parce que je me rends compte de certaines causalités, de certaines influences. Mais du coup, maintenant, est-ce que tu peux toujours choisir entre le choix A ou le choix B, malgré le fait que, a priori, tu allais prendre le choix B, en considérant que tu as des influences qui ont eu sur ton choix B?
au tout premier choix, vois-toi comme, vois ta pensée, ton cerveau, si tu veux, soyons matérialistes, comme une machine. Donc, tu as plein de réglages qui vont t'amener à ton choix. C'est un truc qui est immuable. Tu es fait justement ainsi. Ta pensée, par tes nombreuses expériences, par ta vie, par tout ce qui t'a fait, en fait, va t'amener nécessairement à ce choix. Maintenant, tout ce qui se passe dans l'autre cas, c'est juste que je vais t'ajouter d'autres mémoires. Je vais t'ajouter justement la mémoire que tu as, qui est celle du choix que tu aurais fait. Bah, ce qui va se passer maintenant, c'est nécessairement que tu auras un chemin qui sera altéré, qui va t'amener peut-être à choisir autre chose ou à rester sur ton choix. Mais en tout cas, tu auras tout un chemin de pensée qui sera altéré. Ok. Seulement que les conditions de départ sont différentes. C'est juste ça. Après, vous pouvez très bien réfuter ce que je dis, parce qu'une vision matérialiste, il y a plein de manières différentes de penser. Il y a des gens qui considèrent que l'esprit est une chose qui est détachée du corps. D'autres considèrent que ça fonctionne autant avec le corps qu'avec qu'il y a une partie du corps et il y a une partie de l'esprit. Il y a différentes manières de voir les choses. Et même les matérialistes s'opposent entre eux sur leur vision. Oui, cela dit, le matérialisme, mais à mon sens, pas corrélé avec le fait d'avoir un libre arbitre ou pas. C'est ça. Donc, ça serait mieux de ne pas mélanger les choses. Donc, même si vous avez un libre arbitre, ça n'implique rien sur le matérialisme ou non, ou en tout cas pas sans autre. Pour moi, le matérialisme, c'est vraiment… si je suis capable de détailler à 100% toute la pensée d'une personne, si donc je pourrais lire quelque part un livre qui me raconte tout ce qu'est la personne, je pourrais éventuellement prédire le choix qu'elle va donner dans telle situation. Mais ça n'implique pas qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Bah, si je suis capable de la comprendre entièrement, quel est cet élément divin qui l'amènerait justement à changer du chemin du chemin prédictible? Mais là, tu présupposes déjà le chemin. Et puis même, dans tous les cas, la question, c'est pas la définition du libre arbitre, c'est pas un truc dans le futur, c'est un truc dans le passé. Ça veut dire, c'est pas parce que tu sais tout sur une personne que tu sais qu'elle aurait pu faire autrement. Là, tu présupposes déjà un chemin, mais admettons que tu présupposes qu'il n'y ait pas de chemin. Admettons. Okay. Qu'est-ce qui t'empêche de dire qu'à une décision donnée, tu n'aurais pas pu agir autrement? C'est que moi, si j'admets qu'il n'y a pas de chemin, ça ne colle pas justement avec la vision matérialiste que j'ai. Pour moi, il y a nécessairement un chemin qui est créé si tu es capable de décrire entièrement un système. Si tu vois comment fonctionne un ordinateur, toi tu fais de l'informatique. Oui, je suis en informatique. Oui. Bah, tu es capable, normalement, c'est infiniment complexe un ordinateur, mais tu es capable en gros de savoir comment la machine fonctionne si tu lui donnes telle et telle donnée. Tu es capable de comprendre justement les circuits si tu les regardes à l'intérieur. L'humain, moi je le vois exactement de la même façon. Mais si vous changez un peu l'environnement, etc., donc la possibilité de prédire est vraiment assez limitée. Comment disons, ça peut marcher pour des systèmes que vous pouvez isoler assez de l'environnement et vous connaissez assez bien les conditions initiales. Mais prédire la météo, c'est déjà difficile. Ouais, on peut montrer que c'est pas possible d'ailleurs. Enfin, on peut montrer… en particulier… Disons, le cas général est que même s'il y a des lois déterministes et même si vous pensez que les lois prédéterminent vraiment les choses, disons, la possibilité de faire des prédictions est très, très restreinte. Ouais. Et ça dépend disons, isolation du système, possibilité de connaître exactement les conditions initiales et que le système n'est pas sensible à comme le système chaotique, comme la météo, vous changez minimalement les conditions initiales et tout le futur du système sera changé. Donc j'aurais tendance à mieux écarter la possibilité ou la question des prédictions parce que ça dépend d'autres conditions que ne nous concernent pas là. Mais un phénomène complexe ne veut pas dire qu'il n'est pas prévisible.
Si, on peut démontrer. Si, on peut démontrer, par exemple, qu'il est impossible de déterminer, de déterminer une condition d'arrêt ou le temps auquel on va atteindre une certaine configuration pour un système. Un exemple simple de ça, c'est le jeu de la vie de John Conway, Oui. qui est c'est 3 règles et une grille. Pour les grilles sont les carrés sont soit coloriés, soit vides. Et après, il y a des règles du genre, si un carré est entouré entièrement d'autres carrés, il meurt au prochain. À chaque fois, c'est itératif au prochain temps. Sinon, s'il y a 2 carrés et un au milieu, alors il y en a un nouveau qui apparaît, etc. Et ce genre il y a 3 règles simples. Et à partir de ces 3 règles simples, on obtient pour pas dire un automate, on obtient un système qui est de manière, on peut prouver que même si on connaît toutes les conditions initiales, plus on connaît tout ce qui s'est passé, on peut prouver qu'il existe des configurations. En fait, on peut prouver que pour toute configuration, on ne peut pas montrer la condition d'arrêt à partir des conditions initiales. Mais dans le jeu de Conway, il n'y a pas une part de hasard? Non, il n'y a aucun hasard. C'est complètement Aucun hasard, déterminé. vraiment aucun hasard. Ok. Ouais. En gros, si tu veux un peu le détail, un pixel est soit mort, soit allumé. Enfin, soit éteint, soit allumé. Pour qu'il s'allume, il faut qu'il ait 3 voisins ou plus. Pour qu'il s'éteigne, il faut qu'il ait strictement moins de 2 voisins. Et en fait, donc tu as une scie de départ où tu choisis quelle case tu allumes au début. Et ensuite, tu lances la machine et juste avec ces règles-là, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Donc, il n'y a rien de probabiliste. Tout est full déterminé. Et comme a dit Josh, on sait qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas évaluer la condition d'arrêt. Donc, ça veut dire que je peux avoir un schéma, si je comprends bien, donc je peux créer un schéma, genre, je sais pas, je crée un smiley. Et en gros, si je teste plusieurs smileys, je vais avoir des chances d'avoir des résultats différents. En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, avec des conditions initiales données, tu ne peux pas savoir. Si tu reprends les mêmes conditions initiales, a priori, ça se comportait de la même manière. Mais avec des conditions initiales données, tu ne peux pas savoir si ton itération du jeu va avoir une fin ou pas. Parce que tu peux te retrouver dans des modules, dans des configurations où en fait, il y a juste un mouvement infini. En gros, tu ne peux pas tout prédire, quoi. Et donc, en fait, avec les conditions initiales, tu ne peux pas prédire s'il y aura une fin ou pas. Ce n'est pas suffisant comme condition. C'est impossible. Tu ne peux pas prédire. Genre, c'est juste impossible. Mais c'est impossible parce que tu n'arrives pas à suivre tout ça. Là, je comprends pas. Je ne connais pas la démonstration exacte. C'est mathématique. Justement. Ok. Donc, c'est une démonstration mathématique qui te montre que tu peux pas. Ça doit être un même truc du style que les trucs Turing Complete ou. Ouais, exact. Ou Computable. Ces trucs-là, c'est des démonstrations un peu compliquées, mais qui sont intéressantes. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. S'il y en a qui veulent continuer sur Discord, ce sera un grand plaisir, parce que franchement, là, je pense qu'on a du matériel pour les semaines et les mois qui viennent juste sur ça. Je remercie beaucoup le professeur Esfeld pour nous avoir fait cette petite discussion. Merci beaucoup. Vraiment super intéressant. Ça a été plus long que ce que j'avais prévu. Je suis désolé. Je vous avais dit 1 heure. Bon, on est parti sur 2 du coup. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Ouais. Et voilà. Et merci à tous d'avoir été là. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous organiser ça en présentiel. Ce sera quand même vachement mieux. Et au plaisir de vous réinviter pour une autre intervention, professeur Esfeld. C'est chouette. C'est un honneur. On va voir ça. Puis d'ailleurs, n'oubliez pas, à tous ceux qui étaient, toutes et tous qui étaient présents, on est en train d'organiser une conférence. C'est possible qu'on loue le Swiss Tech. Voilà, on fait de la pub. Voilà, c'est possible. Ah non, c'est pas de la pub, c'est juste de l'ego pur en fait. Oui, voilà. Voilà. Non, mais voilà, stay tuned. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.